Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument passionnant. On va décortiquer ensemble le parcours incroyable d'une idée écolo. Vous savez comment une simple revendication qu'on entend dans la rue finit par se transformer en une véritable politique publique à l'échelle mondiale. On va regarder de plus près cette mécanique, étape par étape, et vous allez voir, c'est comme un puzzle géant. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Au programme, d'abord les acteurs de l'environnement, ensuite les questions de coopération, conflits et échelle. On passera aux instruments des pouvoirs publics, puis au climat et aux fameux passagers clandestins, pour terminer sur la notion de justice environnementale. Première étape de notre parcours, les acteurs de l'environnement. Bon, pour bien commencer, il faut vraiment garder une chose en tête. Un simple fait naturel ne se transforme pas par magie en loi. Pour que ça bouge, il faut d'abord que ce soit construit comme ce qu'on appelle un problème public. En gros, un groupe doit identifier le souci, trouver les causes et tirer la sonnette d'alarme. Et c'est seulement après qu'arrive la mise à l'agenda politique. C'est le moment charnière où les autorités s'emparent enfin du sujet pour prendre de vraies décisions. Et croyez-moi, c'est un véritable parcours du combattant. Et d'ailleurs, qui sont les acteurs de ce parcours ? Eh bien, l'écosystème est hyper varié. On a des ONG comme Greenpeace, des mouvements citoyens qui vont de Greta Thunberg aux Gilets jaunes, mais aussi des entreprises comme Volvic ou Brut, sans oublier bien sûr les partis politiques comme les Verts, et les experts, typiquement le GIEC, qui bosse sur le sujet depuis sa création en 1988. Ce qui est fou, c'est que tous ces groupes, qui ont des méthodes et des intérêts radicalement différents, agissent tous comme des catalyseurs pour faire remonter le sujet jusqu'au sommet de l'État. Ce qui nous amène à notre deuxième point, coopération, conflit et échelle. C'est là que ça se corse un peu, parce que les relations entre tous ces acteurs, c'est vraiment à double tranchant. Parfois, ça se passe super bien, ils coopèrent parce qu'ils partagent le même but. Regardez l'Union européenne et ses États membres en 2021, main dans la main pour bâtir une Europe résiliente. Mais de l'autre côté, on assiste à des conflits assez intenses. Forcément, quand les intérêts divergent totalement, ça coince. L'exemple classique, ce sont les affrontements très rudes entre les ONG écolos et l'industrie agrochimique sur la question des pesticides. Et ces luttes d'influence, elles se jouent sur plusieurs terrains, à différentes échelles. La grande question, c'est comment on agit, de bas en haut ou de haut en bas. D'un côté, on a l'articulation ascendante, c'est-à-dire que les pays proposent leurs propres solutions et la communauté internationale valide. De l'autre, l'articulation descendante. On prend une méga décision tous ensemble, tout en haut, et chaque pays se débrouille pour l'appliquer chez lui. Et c'est exactement là que les frictions sont les plus fortes. Pour vraiment comprendre pourquoi cette approche du haut vers le bas galère autant, jetons un œil à cette chronologie. C'est flagrant. Après l'immense espoir de 1922, puis 1997, où 38 pays s'engagent dans le fameux protocole de Kyoto pour réduire les gaz à effet de serre, patatras, tous fissures. En 2001, bim, les États-Unis se retirent en pointant du doigt le manque d'implication des pays en développement. 10 ans plus tard, en 2011, c'est au tour du Canada de claquer la porte. Ça montre bien à quel point ces accords imposés par le sommet sont hyper fragiles. Du coup, face à ce casse-tête mondial monumental, on est en droit de se demander, très concrètement, à l'échelle d'un seul pays, quels sont les vrais outils économiques dont disposent des gouvernements pour agir. Troisième partie, les instruments des pouvoirs publics. Voyons un peu la boîte à outils. Ce qui est super intéressant quand on regarde ces 4 outils économiques, c'est qu'aucun n'est parfait. L'équilibre entre les avantages et les limites est même assez frappant. Prenons la réglementation, les normes. C'est génial parce que c'est immédiat face à l'urgence, mais ça demande une armée de contrôleurs derrière. Ensuite, on a les marchés de quotas, comme le marché carbone européen lancé en 2005, qui cible 11 000 installations industrielles. Très efficace pour faire payer les gros pollueurs, mais un enfer appliqué aux particuliers. Troisième outil, la taxe, le fameux principe du pollueur-payeur. Le problème, l'acceptabilité sociale. Le mouvement des Gilets jaunes en 2018, qui a forcé l'abandon de la hausse de la taxe carbone, illustre parfaitement ça. Et enfin, les subventions pour l'innovation verte. Tout le monde aime ça, mais bon, ça représente un coût colossal pour l'État. Et comme si ce n'était pas assez compliqué, ces outils créent parfois des effets secondaires assez dingues. D'abord, la bonne surprise, le double dividende. L'idée, c'est que la taxation réduit la pollution et en plus, elle remplit les caisses pour financer d'autres dépenses publiques. Coût double. Mais attention au piège de l'autre côté, ce qu'on appelle l'effet rebond. Imaginez, l'État subventionne massivement les voitures électriques, ça coûte moins cher écologiquement de rouler, du coup, les conducteurs se mettent à parcourir des distances beaucoup plus grandes, et paf, ça annule complètement les bénéfices espérés au départ. Alors, sachant qu'on a tous ces beaux outils à disposition, et qu'ils marchent globalement bien à l'échelle d'un pays, pourquoi est-ce que l'action planétaire continue de piétiner aussi lourdement ? Quatrième point, le climat et le problème du passager clandestin. Tout le blocage vient d'un concept très précis. Le climat, c'est ce qu'on appelle un bien commun. Ça veut dire 2 choses. Premièrement, c'est rival. Si quelqu'un pollue l'atmosphère, sa qualité se dégrade pour absolument tout le reste du monde. Et deuxièmement, c'est non excluable. Bah oui, il n'y a pas de douane ou de frontière dans le ciel, on ne peut empêcher personne de respirer ou de rejeter des gaz. Le résultat inévitable de cette équation, notre atmosphère subit une surexploitation massive.
Et ça mène tout droit à la fameuse stratégie du passager clandestin ou freerider. C'est exactement comme monter dans un train sans payer son billet en espérant que les autres l'ont fait. À l'échelle du climat, la tentation est énorme pour un État. Pourquoi faire des efforts économiques super coûteux quand on peut juste retarder ses engagements, laisser les autres nations réduire leurs émissions et profiter tranquillement de l'amélioration globale du climat? Eh bien, c'est très exactement cette psychologie qui fait dérailler systématiquement les négociations internationales. Ce qui nous amène à notre 5e et dernière partie, vers une justice environnementale. Arrêtons-nous juste une seconde sur cette fraction. 2/3. 2/3 des émissions mondiales historiques de CO2 ont été produites par les pays développés, à eux seuls. Ça montre une chose de manière assez brutale. Il y a une responsabilité historique totalement disproportionnée dans l'accumulation des gaz à effet de serre au-dessus de nos têtes. Le nerf de la guerre ici, vous l'aurez deviné, c'est l'argent. 93,7 milliards de dollars par an, c'est la somme faramineuse dont ont besoin les PMA, les pays les moins avancés, chaque année depuis 2020. Pas pour du superflu, mais tout simplement pour honorer leurs engagements climatiques et essayer de survivre aux bouleversements en cours. Sauf que, voilà la triste réalité face à ce besoin vital, 18%. Ces pays extrêmement vulnérables ne reçoivent aujourd'hui que 18% du financement climatique mondial. Le fossé entre ce qu'il leur faudrait d'urgence et la réalité des fonds qui arrivent est tout simplement vertigineux. La situation sur le terrain pour ces nations est dramatique. Elles dépendent énormément de leurs ressources naturelles et n'ont tout simplement pas les infrastructures pour encaisser les chocs. Inondations, sécheresses, ruines économiques, elles prennent tout de plein fouet alors qu'elles sont les moins responsables du problème initial. Et ce, malgré les efforts internationaux, comme le programme d'action de Doha, qui rame complètement pour sécuriser les financements. On en arrive donc à cette réflexion incontournable. Finalement, cet enjeu environnemental, ce n'est pas juste une histoire de molécules de carbone ou de taxes. C'est littéralement devenu le plus grand défi d'équité de notre époque. On l'a vu, les acteurs sont mobilisés, les outils économiques existent. Mais face à ce déséquilibre totalement flagrant entre ceux qui ont pollué et ceux qui payent aujourd'hui la facture au prix fort, comment est-ce que la communauté internationale peut enfin bâtir une véritable justice environnementale à l'échelle planétaire? C'est le défi immense de la prochaine décennie. Gardez bien toutes ces données en tête la prochaine fois que le climat fera la une de l'actualité. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous.